Itzhak, Zach, tu pars? Oui, mes chers amis, ça commence, hein, le voyage. Le voyage. Ça commence le voyage à la découverte de l'Italie. Et dove si va? Et tu vas où? Première étape aujourd'hui, c'est Verona. J'ai voulu commencer mon voyage depuis Vérone, car c'est la ville de l'opéra. Et l'air le plus célèbre, écrit par Giuseppe Verdi, est le Va Pensiero, tiré de Nabucco, chanté par les prisonniers juifs de Babylone. Pour vous raconter ce carnet de voyage, j'ai retrouvé des amis qui me feront, voire nous feront découvrir une Italie nouvelle, différente. Parmi les synagogues vénitiennes, c'est l'une des rares à avoir une façade, car elle était autrefois interdite. À Venise, dans les palais nobles, et à Padoue, c'était la même chose. Celle-ci a été inaugurée en 1929, et avant cela, il y avait déjà une synagogue dans ce quartier. Et maintenant, entrons. C'est incroyable de voir comment les synagogues ont changé au fil du temps. De petites places, souvent des chambres pour quelques fidèles, au fil du temps, elles ont pris de plus en plus l'apparence de cathédrales. Les fresques comportent pour certaines des symboles juifs, mais elles sont toujours gaies, joyeuses. Les synagogues doivent être lumineuses, ouvertes. Il ne doit rien y avoir au-dessus du plafond. C'est Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel. Il soffitto, no? Perché Sha'ar HaShamayim, questa è la porta del cielo. Sì. À Vérone, il y avait aussi des personnages curieux, qui venaient de l'Espagne, comme un certain Itzhak Cardoso. Questo Isaac Cardoso, che era stato convertito a forza in Spagna. Cet Itzhak Cardoso avait été converti de force en Espagne. Puis, à un moment donné, lui et son frère se sont enfuis et sont arrivés en Italie, à Venise. Ensuite, son frère suit le faux messie, Shabtai Tzvi, et au lieu de cela, Itzhak Cardoso retourne à Vérone. Il arrive à se faire accepter par la communauté et à se reconvertir au judaïsme. Il s'est excusé, il a écrit beaucoup de choses. C'est un philosophe, un médecin. Diverses personnalités culturelles ont résidé à Vérone, dont le poète Abraham Ezra, qui a composé 2 œuvres, le rabbin Eliezer ben Shmuel et le philosophe et talmudiste Hillel ben Shmuel. Il y avait aussi des grands artistes comme les musiciens Giacobbe Bassani Cervetto et son fils Giacomo, connu pour avoir introduit l'usage du violoncelle en Angleterre, et les peintres Salomon et Bassan. La présence d'un premier noyau juif remonte au Xe siècle. Après, ils furent chassés à plusieurs reprises. Mais finalement, en 1406, ils se voient attribuer un quartier dans le quartier de San Sebastiano, près de la Piazza delle Erbe. Ici, nous sommes derrière le cœur de Verona, Piazza delle Erbe. À un moment donné, il a été nécessaire de l'agrandir, à l'arrivée des séfarades en 1638. Donc si nous allons jusqu'au bout, vous verrez que le nom de la rue est resté. Elle s'appelle Vicolo Corte Spagnola, car ici se trouvaient les séfarades.
il y avait une synagogue. Mais avec la réhabilitation de la zone en 1924, l'endroit où se trouvait la synagogue a été démoli. On ne sait pas où sont passés les vestiges de cette synagogue. I resti di quella sinagoga dove siano finiti. Anche a Verona è una storia di accoglienza e di cacciate, no? Même l'histoire des Juifs de Vérone est une histoire d'accueil et d'expulsion. Au début du XIIIe siècle, nous avons des informations d'une première communauté installée à Vérone, avec un beddin, etc. En fin de compte, c'est-à-dire au début du XVe siècle, les Juifs semblent s'être installés dans cette zone. Ce qui est curieux, c'est que cette rue s'appelle Vicolo Crocione. Pourquoi ? Parce qu'un évêque, à la fin de 1499, dit plutôt aux Juifs « Faites vos valises et partez ». Et lorsque les citoyens ont pris possession de cette zone, ils ont dû en quelque sorte la reconsacrer avec d'énormes croix devant toutes les portes, là où vivaient autrefois les Juifs. Enormi croci di fronte a tutti i portoni dove una volta abitavano gli ebrei. La vie n'est jamais facile pour les Juifs. Ils sont à nouveau expulsés. Mais ils reviennent définitivement en 1516. La naissance du ghetto est accueillie par les Juifs comme un acte de libération. Elle met surtout fin aux querelles au sein de la communauté pour l'attribution des logements et des commerces. Pour célébrer l'anniversaire de sa naissance, une fête était même organisée avec des chants et des danses qui se répétaient chaque année. J'aime visiter les cimetières, pas seulement parce que nous pouvons visiter les tombes des grands maîtres et personnalités du passé, mais aussi parce qu'ils permettent de voir combien était nombreuse la communauté juive. Dans les noms inscrits sur les pierres tombales, j'imagine leurs visages, leurs familles, le passage de leurs journées d'études et des fêtes, quand Shabbat approchait au coucher du soleil. J'aime les villes qui ont un cours d'eau, car l'eau est toujours en mouvement, représente la vie, l'échange, le flux, les renouvellements, mais aussi la mémoire. Et après un peu de chaleur, nous passons à la montagne. Je vous emmène sur le plus beau sommet du monde. Nous sommes à la frontière avec le Veneto, dans le Trentino Alto Adige. Et la ville que je vais vous montrer s'appelle Canazei. Pourquoi venir à Canazei, dans les montagnes? Il y a une histoire juive? Il y a une communauté juive? On verra bien. Oui, salut Avi. Bonjour mon cher, bienvenue. Je suis enfin arrivé dans ton hôtel Kasher, le seul hôtel Kasher en Italie où nous pouvons rester toute l'année. Oui, nous sommes comme une mouche blanche sur tout le territoire italien. En effet. Baruch Hashem. Raconte-moi un peu ton histoire. Comment est-il né cet hôtel? Quand et pourquoi? Sono nato a Milano. Tout d'abord, je suis né à Milan. Et même enfant, j'ai toujours beaucoup skié. J'ai donc toujours aimé aller dans ces endroits un peu montagneux, en Suisse, en Italie. Et donc, je connaissais bien Canazei. Puis, quand il y a 15 ans, l'opportunité d'ouvrir notre propre lieu s'est présentée, moi et ma femme, nous sommes allés chercher ici, dans les Dolomites, et nous avons trouvé cette petite perle. Alors j'ai dit, allons-y. Nous nous sommes jetés dans l'inconnu, mais Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça marche. Però Baruch Hashem, grazie a Dio, sta funzionando. Non, c'est moi que je te remercie. Grâce à vous, à votre projet, des gens du monde entier peuvent venir et passer des merveilleuses vacances cachères en été comme en hiver. Sì, hai detto bene da tutto il Tu l'as mondo. bien dit, du monde entier. Nous avons des touristes qui viennent vraiment de toutes les parties du globe. En dehors de toute l'Europe, d'Israël bien sûr, mais aussi des États-Unis, d'Amérique du Nord, du Canada, d'Argentine, du Brésil, d'Australie et d'Afrique du Sud. Nous couvrons donc à peu près tout le monde. E dal Sudafrica. Quindi praticamente copriamo un po' tutte, sì, sì. Ce lieu est aujourd'hui pour moi une étape obligée, car il représente le présent, la vie juive qui continue. Une autre chose peut-être pour moi, et pas seulement pour moi, la plus importante, est qu'ici on peut non seulement dormir et manger, mais aussi prier. Questo albergo. Quand nous avons ouvert cet hôtel, la première chose qui m'est venue à l'esprit, et j'ai été très clair à ce sujet, c'est que je dois vivre dans un endroit où je peux prier.
Et donc, avant l'autel vient la Bet Knesset, une synagogue où l'on peut venir prier, et dans les faits, nous avons minyan presque toute l'année. La deuxième chose qui m'importait vraiment, à part le fait que la Bet Knesset soit ouverte à tout le monde, et pas seulement aux clients de l'hôtel, c'est qu'ici, il y a des milliers et des milliers de touristes du monde entier qui viennent, et ils me demandent s'ils peuvent entrer. Je dis, bien sûr, la Bet Knesset est ouverte à tous. La deuxième chose qui m'intéressait vraiment, c'était le mikvé, le bain rituel. Et j'ai dit, je n'ouvrirai pas l'hôtel si je ne crée pas un bain rituel avant. Nous l'avons créé, et là aussi, il ne s'adresse pas qu'aux clients de l'hôtel, mais à tous ceux qui viennent. Alors, s'ils veulent dormir ici et manger, ils sont les bienvenus. Il y a une autre curiosité. D'un point de vue géologique, les Dolomites sont une formation rocheuse, différente des Alpes. Dans les Dolomites, les géologues ont trouvé des fossiles, des coquillages, et on suppose donc qu'ils se trouvaient sous le niveau de l'eau. Un rabbin qui est venu ici a dit que les Dolomites ne se sont pas formés immédiatement, à Bereshit, au début de la création, mais plus tard. Donc, il ne faut pas faire la bracha Oseh Maaseh Bereshit. Malgré la grandeur. Mais c'est intéressant, comme je l'ai dit, que la perle des Dolomites est la Marmolada. Elle est plutôt de formation alpine, donc il faut aller à la Marmolada et dire la bracha Oseh Maaseh Bereshit. Eh bien, je ne connaissais pas les Dolomites. Et je peux dire qu'elles sont vraiment parmi les plus beaux sommets du monde. Il suffit de monter, regarder en silence, contempler la nature. Ici, j'ai eu la perception de la création d'Hachem. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. On continue le voyage et on descend dans la plaine. La montagne, et n'importe laquelle, les Dolomites, m'ont inspiré. Padova, ou Padoue, c'est une ville à côté de Venise, dans la même région, il Veneto. Et on voit tout de suite qu'ici, dans cette région, il y avait une communauté juive très importante, une histoire juive très importante. Et pas seulement parce qu'à Padoue, il y avait le Ramchal, mais aussi il y avait la plus ancienne université du monde, née en 1222. Salut Gianni, on se voit enfin en Italie, à Padoue, dans ta communauté que tu représentes aujourd'hui, en tant que président de la communauté juive. Eh bien, notre communauté a des racines très anciennes. Elle est née au milieu des années 1300 d'un groupe de juifs ashkénazes qui avaient fui l'Allemagne à la suite de la peste noire. La rumeur s'était répandue comme d'habitude que les juifs étaient les semeurs de la peste. Il y avait donc des personnalités à Padoue. Oui, des personnalités importantes à Padoue dans le domaine public. Plus précisément, le maire Giacomo Levi Civita. Plus tard, le fils de Giacomo Levi Civita, le célèbre mathématicien. Et quand Einstein est venu en Italie, on lui a demandé ce qu'il aimait en Italie, et il a dit « les spaghettis et Levi Civita ». Parce que Levi Civita avait résolu un problème mathématique qu'Einstein n'avait pas pu résoudre. C'est incroyable. Non seulement nous avions un maire, mais aussi le recteur de l'université à l'époque était un juif de la communauté juive de Padoue, Vittorio Polaccio. Le président de la chambre de commerce était aussi un juif. Donc, cette histoire a circulé que le seul qui n'était pas juif était l'évêque. Dans le musée, qui se trouve à la place de l'ancienne synagogue ashkénaze, on peut trouver des objets vraiment extraordinaires. Parmi les objets du musée, il y a des objets qui méritent une plus grande attention. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir exposer un rouleau de Torah du XVIe siècle.
alors qu'il a plus de 500 ans. Il y a aussi une Megillah d'Esther que tu m'as montrée, toute décorée, dessinée. Sì, è una Megillat Esther. Oui, c'est une Megillah d'Esther du XVIIIe siècle, tandis que dans la partie de la bordure, en dessous, toutes les scènes sont racontées comme s'il s'agissait de diapositives qui défilent et racontent. Scorrono e che raccontano. L'Italie, c'est bien connu, est très célèbre pour ses universités. Bologne, Padoue. Et généralement, les Juifs ne pouvaient pas étudier. Mais Padoue a une particularité très intéressante. Fu l'unica. C'était la seule université à accepter des étudiants non chrétiens. Par conséquent, de nombreux Juifs sont diplômés de l'université de Padoue de la fin du XVe siècle jusqu'en 1797. Plus de 400 Juifs sont diplômés en médecine. C'est l'un des nombreux éléments qui relient l'histoire des Juifs de Padoue, l'histoire de la ville. L'histoire juive à Padoue commence au XIIIe siècle. En plus de cette émigration du centre de l'Italie vers le nord de l'Italie en général, il y avait aussi l'immigration du nord de l'Europe, en raison de l'expulsion de la zone ashkénaze. Et cela signifiait que les Juifs arrivaient du nord de l'Europe. Le plus célèbre arrivé de Mainz, Magonza, était Yehuda Mintz Halevi. Et quand il est arrivé à Padoue, Arrivé à Padoue au XXe siècle, il était alors le grand rabbin de Padoue ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire. et c'est le premier grand rave. Pourquoi premier grand rave? Parce que c'est lui qui a établi la yeshiva de Padoue. Et l'un des étudiants venus de Prague était Meir Katzenelbogen. Il y a une histoire célèbre à son sujet qui est celle qu'il avait publiée. Il avait écrit un commentaire sur le Mishneh Torah de Rambam. Lui aveva scritto un commento al Mishneh Torah di Rambam. Un'altra stamperia veneziana invece ne fa una pubblicazione non autorizzata. Une autre imprimerie vénitienne avait fait une publication non autorisée. C'était une affaire entre Bragadin et Giustinian. En gros, l'un poursuit l'autre pour... Les droits d'auteur. Exactement. Mais la question est mal résolue. Parce que la question est portée à l'attention de... En cours. De l'Église. Ah, de l'Église. Même le pape est intervenu. Et qu'a décidé le pape? Il a décidé que cette question n'était pas uniquement juridique. Il était regrettable que cette publication en hébreu du commentaire du Mishneh Torah ait été faite. Car comme le Talmud contenait des passages qui étaient perçus comme étant antichrétiens, donc cela a conduit à l'autodafé du Talmud. Fare questa pubblicazione ebraica del commento al Mishneh Torah, che come il Talmud... dalla base. Che come il Talmud conteneva delle cose che erano anticristiane. E quindi quello ha determinato il rogo del Talmud. Et maintenant, nous passons à la Kabbale. En 1696, un grand maître est né à Padoue. Il s'appelait Moshe David Valle. Moshe David Valle est celui qui a enseigné les études kabbalistiques au plus célèbre, qui deviendra célèbre plus tard. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Moshe Chaim Luzzatto est évidemment le Padouan juif le plus célèbre. On pourrait peut-être aussi dire le juif italien le plus célèbre du monde juif, sans aucun doute. Et comme tous les grands génies, il a été persécuté de son vivant et salué à sa mort. Padovano ebreo più famoso. Ma la bellezza di Ramchal è che lui usa un ebraico. Mais la force du Ramchal, c'est qu'il utilise un hébreu du XVIIIe siècle qui est, disons-le de cette façon, raffiné, moderne. Si un Israélien aujourd'hui, un Israélien moderne avec son hébreu moderne, prend le Ramchal, il le comprend. L'hébreu du Ramchal était pour ainsi dire la base fondamentale du renouveau de l'hébreu moderne. Per la rinascita dell'ebraico moderno. Dans les ruelles du ghetto se concentraient les commerces, y compris les prêteurs sur gage. Et souvent, ce sont les étudiants qui venaient demander l'argent pour payer l'université. Via Arco est la seule rue complètement dans le ghetto. Les visages sculptés comme support de balcons de terrasses s'inspirent des visages des marchands juifs qui vivaient ici, de 1603 à 1797. Padoue, c'est vraiment une ville à découvrir. L'histoire juive est incroyable. Les personnages qu'on a rencontrés, les lieux. Pensez qu'à Padoue, il y a aussi 3 cimetières. Et ça
ça nous fait comprendre combien de Juifs il y avait dans cette ville. Et surtout, la chance c'est qu'on peut aller visiter les tombeaux de notre grand maître. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être rabbin de Padoue? Comment vivez-vous ici, à Padoue? Aujourd'hui, la vie juive à Padoue est une vie active. Nous étudions toute l'année. Je crois que les gens doivent être conscients de leur identité. Et cela ne peut se faire qu'avec une étude constante et sérieuse. Devono essere consapevoli della propria identità. E lo si fa soltanto con uno studio costante e serio. Donc Padoue, c'est un autre exemple, comme en Italie, le judaïsme est encore vivant. Je suis très content d'être venu ici et connaître bien la ville, la communauté. Et maintenant, on se dirige à Venezia. Et voilà Venezia, Venise, la Serenissima. J'adore Venise. C'est une ville unique. Pour différentes raisons. D'abord, parce qu'elle est née dans l'eau, et quelquefois est sous l'eau. Et la deuxième raison, c'est qu'à Venise est né le premier ghetto de l'histoire, en 1516. J'adore aller dans les ghettos. C'est un peu comme aller dans le village d'Astérix et Obélix. Et pour vous raconter cette histoire, je vais rencontrer un copain, un écrivain, Riccardo Calimani, que sur le ghetto de Venise, il écrit plusieurs livres. Bon. Salut Riccardo, je suis très content de te voir finalement ici à Venise. Et tu as un nom de famille très important pour la communauté juive. Donc, Oui, c'est plutôt ancien. Ouais. Le nom original, c'est Kalonymos, qui devient en France Kalman. Il y a un éditeur qui s'appelait Kalman Lévy. Ils sont devenus les premiers habitants du ghetto de Venise au début de 1516 à Venise. dans ta famille, il y a aussi des rabbins, il y a une histoire des rabbins très importants, non? Oui, il y avait un rabbin qui, dans les 1700, était un rabbin intéressant, qui s'appelait Simone Calimani, dirigeant de la communauté de Venise dans le siècle. Mais il était la première nation allemande qui est arrivée dans le ghetto Novo. Après, ils sont arrivés les Ponentins, qui arrivaient dans les portes de la Méditerranée, et les Lévantins qui arrivaient des portes de la Méditerranée. Il était des types de séfarades. Et ma famille était ashkénaze. Donc il y avait plusieurs communautés dans le ghetto de Venise. Et il était complètement différent l'une et les autres, parce qu'il avait des langues différentes, des coutumes différentes, des traditions différentes. Et donc, des Juifs de toute l'Europe vivaient dans les ghettos. Et en 1655, près de 5000 Juifs vivaient dans cette petite zone. Et dans les ghettos, il y avait bien sûr beaucoup de salles d'études, des synagogues. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter 5 synagogues, toutes du XVIe siècle. Venise est un labyrinthe. Et aussi le ghetto. Pensez qu'on pouvait rentrer et sortir d'une synagogue d'un appartement directement sans sortir dans la place du ghetto. C'est un microcosme très intéressant parce que Venise était importante pour plusieurs siècles avant de sa décadence comme point d'équilibre entre Orient et Occident. La vie à Venise dans le ghetto était certainement très compliquée. Et je crois qu'il n'existe pas un témoignage complet. Il y avait des rabbins qui avaient une culture moderne, contemporaine, exceptionnelle. Simone Luzzatto dans les 1500, Simone Calimani 1700,
Leone da Modena, 1700. Il n'était pas lié au dogme du monde chrétien, il avait une certaine liberté de pensée. Et ils sont des personnages très intéressants pour comprendre les œuvres. Il y a une singularité à Venise. À un certain moment, il est né la possibilité de faire les éditeurs. Et alors, le monde des éditeurs, qui étaient chrétiens, les éditeurs, mais les types qui s'occupaient des livres étaient juifs, et ils ont exporté les livres des juifs dans toute l'Europe. Et maintenant, on va au Lido, au cimetière, chez mon copain, Aldo Izzo, qui connaît très bien cette histoire. Quand a été fondé le cimetière? Le cimetière, il y a une date très précise. Personne, pour l'amour du ciel, horreur, ne voulait d'un cimetière juif au centre de Venise. Comme ça, ils nous ont jetés au Lido. Il n'y avait rien au Lido. Et c'était le 25 septembre 1386. Et le Lido, c'est une île qui fait partie toujours de Venise. C'est la pierre tombale de Léon da Modena. Il a laissé un testament très clair et précis. Quel psaume lire à ses funérailles, les dimensions du cercueil. Un homme de Dieu, un homme de lettres, car il a écrit une histoire des rites juifs. Mais son ouvrage principal, c'est son autobiographie. Quelle période, quel personnage vivait en Italie. C'est aussi un personnage très important. Eliaou Halevi, Levita. Un rabbin qui enseigna la Kabbale et la langue hébraïque au cardinal Egidio da Viterbo à Rome. Et il y a aussi la juive, la plus importante de l'histoire juive vénitienne. Sarah Copio Sulam. Avec Léon da Modena, elle avait de l'argent. Chez elle, dans le ghetto, elle gérait et dirigeait un salon littéraire. Elle était une femme extraordinaire, très cultivée. Elle connaissait l'espagnol, le latin. Victime des préjugés et d'attaques continuelles, parce qu'elle était une femme et une juive. Elle a dû se défendre d'une accusation très grave, qui risquait de la mettre en péril. Une grande femme qui est restée dans l'histoire de Venise, et pas seulement de la communauté juive. Beaucoup de temps est passé, mais la communauté juive de Venise est encore vivante. Avec Napoléon, bon, ils ont ouvert, on peut dire, ouvert les portes du ghetto. Il n'y a plus de ghetto, arrivent les Autrichiens. Mais après, je ne veux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, il y a une communauté qui est vivante. Aujourd'hui, en Italie, il y a un nombre de personnes très petites. Ils sont 22 000, de lesquelles 10 000 à Rome. Ça veut dire que dans toute l'Italie, il y a un petit nombre dans toutes les villes. Et à Venise, ils sont 400, les Juifs. Beaucoup sont vieux. Et alors, nous sommes en décadence. Mais il faut vivre même les périodes de décadence avec sérénité et chercher de créer des possibilités, pas exceptionnelles, mais de futures pour les nouvelles générations. Combien de personnages, combien d'histoires. La vie de la communauté juive vénitienne est richissime. Même si petite, la communauté de Venise est très vivante. Grâce au grand travail qui fait le musée et aussi aux artisans qui continuent à travailler et à proposer des objets qui reprennent la tradition juive vénitienne. Mais dans le ghetto, il y a aussi une autre présence importante.
Donc voilà, c'est ça que ça m'intéresse. C'est ça. Parce que c'est pas seulement la vie, tu sais, manger, rester ensemble, donc, mais surtout la prière. Donc une yeshiva. Donc il y a l'étude ici. Oui, je crois que c'est l'étude de la Torah qui a changé surtout le ghetto. Une fois le ghetto, historiquement, il y avait beaucoup de yeshivot. C'était l'endroit des Chachmei Veletz, et c'est une des choses qu'on voulait ramener au ghetto. Donc on a une petite yeshiva avec 10 élèves qui étudient. C'est magnifique. La yeshiva de Nice se trouve dans un endroit où tu sens que la Torah a été toujours étudiée ici. C'est pas, quand quelqu'un rentre dans le ghetto, il sent qu'il y a quelque chose de spécial. Un de mes rêves, c'est de venir un jour ici dans le ghetto avec des copains, pour fêter la fête des Purim, remplir les synagogues, écouter toutes les différentes rites, séfarades, ashkénazes, italiens, et après descendre dans la place du ghetto pour danser et manger tous ensemble. J'aime l'eau, parce que dans l'eau, il y a les poissons, et les poissons sont très importants dans la tradition juive. Et par hasard ou pas, Venise, vue du haut, a la forme d'un poisson.